Bonjour Sylvie, bonjour Jean-Jacques, et merci de votre participation à notre conférence. Alors, si je vous ai sollicité, c'est parce que je vous connais, en particulier Jean-Jacques, depuis très longtemps. On n'était pas sur les bancs de l'école ensemble, si ma mémoire est bonne. Oui, 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 quelques années, on voilà. va dire. Mais bon, c'est pas parce qu'on se connaît depuis très longtemps que je vous ai sollicité, mais c'est parce que vous avez été, il y a encore relativement peu de temps, libraire et que ce parcours professionnel, ben, vous y êtes arrivé comment? Alors, tout d'abord, devenir libraire est le fruit d'un ras-le-bol de la vie parisienne. Issu pour mon mari de la publicité et moi de la fonction publique, nous avons pris la décision à un âge avancé, c'est-à-dire 55 et 56 ans, de quitter Paris pour la province. Et un beau jour, euh, on s'est dit pourquoi pas reprendre une librairie, puisque nous étions tous deux passionnés de littérature. Et puis, il faut avouer aussi que ce choix n'est pas anodin, puisqu'en fait, moi, c'était un rêve de petite fille que j'arrivais à réaliser au bout de tant de temps. Et Jean-Jacques, de son côté, était très au fait du monde de l'édition. La librairie que nous avons trouvée était à Tonnerre. Tonnerre, je situe, c'est une petite ville de Lyon à 30 kilomètres d'Auxerre, en plein milieu du domaine viticole, à 12 Ah kilomètres oui. de Chablis, plus exactement. Ouais, c'était Je le sais que deuxième argument peut-être pour choisir Tonnerre. bon, pourquoi Tonnerre? Bon, bah, bien entendu, parce qu'il y avait une librairie avant. C'était une petite ville qui, à l'époque, comportait environ 3500 habitants. Et puis, il y avait cette librairie qui était vraiment extraordinaire. Nous sommes vraiment tombés amoureux tous les deux de ces comptoirs à l'ancienne en bois, de ces meubles à tiroirs, parce que pour y mettre la papeterie, car c'était effectivement une librairie papeterie. D'accord, d'accord. Ben voilà, c'est donc on sait tout maintenant. Pourquoi Tonnerre? Oui, presque tout. Ah, voilà. Alors par contre, je sais aussi parce que rien ne m'échappe, c'est bien connu, que vous avez donc arrêté il y a quelques années de ça. En 2016, oui. Voilà. Vous avez arrêté et qu'est devenue la librairie après votre départ? Nous désespérions de trouver un repreneur. Et Jean-Jacques avait eu l'idée, superbe d'ailleurs, d'écrire directement à François Bunel, qui à Là. l'époque présentait la grande librairie, Oui. expliquait notre cas. Et un beau jour, le téléphone sonne vers 19h30 et c'était François Bunel qui nous appelait en D'accord. disant, écoutez, oui, bah, on était vraiment tombés, tombés des nues, on s'attendait pas du tout à l'avoir en ligne. Il nous dit, écoutez, je ne sais pas exactement ce que je peux faire pour vous. La seule chose, c'est de vous envoyer une équipe de tournage qui va faire un reportage sur votre librairie et ça passera dans la grande librairie. J'ai travaillé dans la fonction publique pendant 20 ans et ensuite j'ai travaillé avec mon mari dans la publicité. Et jusqu'à ce que nous quittions la région parisienne il y a un peu moins de 10 ans pour venir nous installer à Tonnerre et reprendre cette librairie. Plume et Images, bonjour. Il y a effectivement un livre qui a changé ma vie. Il s'agit de Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Ce livre est un cauchemar. C'est un cauchemar pour un libraire parce que il décrit une société où l'on brûle les livres et ça, c'est quelque chose d'absolument inadmissible. La société qu'il décrit est une société abominable où les gens sont tous formatés, ils pensent pareil, c'est-à-dire que les gens n'ont plus de mémoire. Or, la littérature, c'est la mémoire d'une civilisation. Je n'ose pas imaginer Tonnerre sans librairie,
parce que de rentrer dans des villes avec une librairie fermée, mais c'est absolument mortel. On a l'impression que la ville a perdu son âme. Si nous avons l'intention d'arrêter maintenant, c'est parce que l'âge est là et nous souhaitons vraiment trouver un repreneur très rapidement pour continuer cette belle aventure. Voilà, l'appel est lancé. Il faut trouver un repreneur pour Plume et Images à Tonnerre, dans l'Yonne. Pendant toutes ces années, quand vous avez exercé, et puis depuis encore plus largement, le monde du numérique est arrivé et a envahi un peu toute la profession, alors toutes les professions, hein. Aujourd'hui, si on n'est pas connecté, on ne travaille plus, on ne fait plus rien. Et donc, comment vous avez vécu ça, vous, en tant que libraire, justement sur une période où les choses commençaient à apparaître, à se développer? Qu'est-ce qui vous a semblé le plus, entre guillemets, le plus intéressant, le plus facile, ou au contraire le plus rébarbatif dans ces nouvelles technologies qui apparaissaient il y a quelques années? Il faut dire que cette librairie, quand on l'a reprise, elle était un peu en perte de clientèle. Parce qu'il y a une grosse entreprise à Tonnerre qui a fermé dans le début des années 2000, ce qui est malheureusement le cas dans beaucoup de petites et de grandes communes. Donc en fait, quand nous l'avons reprise en 2007, il a fallu être un petit peu sur tous les fronts. Déjà, apprendre un métier que nous ne connaissions pas, fidéliser la clientèle existante, élargir notre clientèle, prospecter les lycées, les collèges, toutes les instructions, inaugurer de nouvelles formules, que ce soit des listes scolaires, que ce soit organiser des conférences, tout ce qui peut être attrait pour intéresser la clientèle. Et surtout, s'informatiser. Puisqu'en fait, quand on a repris la librairie, les anciens propriétaires en mettaient encore au petit cahier et au Minitel. Oui, j'imagine, oui, effectivement. Oui. Donc, pour nous, c'était absolument impossible, même en 2016, de travailler avec ce genre de choses. Donc, ça nous a permis quand même, en s'informatisant, de réduire considérablement les délais, de réduire à une semaine, alors qu'avant, il fallait entre 15 et 20 jours. Donc, ça nous a permis, via des logiciels professionnels comme Dilicom, d'avoir accès à toute l'offre éditoriale, que ce soit nationale ou internationale. Donc, ça nous a permis aussi, effectivement, je crois que je l'ai déjà dit, d'avoir des fichiers clients qui n'existaient pas. En ce qui concerne Internet, oui, bien sûr, il ne faut pas se le cacher, Internet nous a fait un petit peu du mal, puisqu'en fait, c'est un nouvel outil, que les gens se sont un petit peu retrouvés là-dessus. C'est vrai que par le biais de plateformes comme Amazon, ils pouvaient commander quand même directement, mais encore une fois, c'était pas franchement notre clientèle, puisqu'en fait, notre clientèle, elle venait surtout en librairie pour le conseil, pour l'offre, pour sentir le papier, quoi. Je veux dire, c'est vraiment quelque chose de très, très, très spécifique. Oui, et puis je crois savoir, pardon, je crois savoir que les libraires sont en règle générale des lecteurs aussi, et donc qu'ils maîtrisent plus ou moins les auteurs, ou du moins ceux qui ne sont pas tout nouveaux sur le marché. Et ça permet, je pense aussi, d'échanger avec la clientèle, de parler des ouvrages précédents de tel ou tel auteur par rapport à celui qui vient de sortir, et chose qu'il est difficile de faire sur les sites de vente en ligne, pour pas citer Amazon, entre autres. Alors, je rebondis un petit peu sur ce que tu as dit. Le libraire, il lit beaucoup, mais pas dans la journée. Parce que dans la journée, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps parce que le métier de libraire est quelque chose de très, 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 très prenant, entre les commandes, entre les réceptions de marchandises, entre les réceptions de clients. Donc, on lit effectivement énormément, plutôt la nuit, si je puis dire. Donc, oui, encore une fois, tu l'as bien souligné. Bon, c'est vrai que le libraire a vraiment le rôle de conseil, le nombre de fois où effectivement on a nous voir en demandant qu'est-ce que vous pensez de ce livre-là. Alors ça, on a aussi un rôle des fois on faisait des véritables enquêtes, puisqu'en fait le client venait sans savoir vraiment ce qu'il voulait. Donc il fallait savoir un petit peu quel était les goûts de lecture du client ou de la personne à qui il voulait l'offrir, et d'essayer de présenter quelque chose qui soit cohérent par rapport à la demande. Ah,
c'est effectivement un métier et c'est vrai que les ouvrages traditionnels, bon, bah, les gens ont la faculté de les feuilleter en librairie. C'est vrai que quand on achète en ligne, on feuillette pas ou alors très rarement soit le résumé au dos, soit une page ou deux et encore de moins en moins. C'est certainement je dirais, le meilleur procédé pour acheter un livre en toute connaissance de cause. Voilà. Alors, bon, c'est vrai aussi que, comment dirais-je, c'est vrai que cette relation avec le client est très, très importante, en ce sens que, bon, il y a des gens qui ont besoin de choses bien particulières. C'est vraiment. Alors, on a quand même constaté une chose, bon, encore une fois, il faut se remettre dans notre époque. Internet nous a pas fait autant de mal que ça, finalement, au bout du compte. Et on s'aperçoit qu'avec la fréquentation, on a un ami ici à Toussy qui a une librairie et que l'on remplace de temps à autre, on s'aperçoit que finalement, la clientèle n'a pas beaucoup évolué, n'a pas beaucoup changé par rapport à, comment dirais-je, à notre époque. Il y a toujours cette démarche de venir en librairie pour avoir du conseil. Bon, après, il y a effectivement les clients qui vont faire une commande directement par Internet parce que ils ont soit de l'irrigement, soit comment dirais-je, d'une maladie tout simplement. Oui. Bah, Donc, j'ai même constaté récemment, et dans un milieu proche, que tel ou tel ouvrage qui vient de sortir ou qui intéresse le lecteur ou la lectrice, bah, au lieu de le commander sur Internet, on le commande chez son libraire. Donc d'accord. l'outil numérique aussi, certainement apporte une clientèle intermédiaire, c'est-à-dire, bon, il y a celui qui vient, qui pousse la porte, il y a celui qui commande sur Internet, et puis il y a celui qui se sert d'Internet pour aller commander le livre chez son libraire. Parce qu'il Alors, pleut, il y a aussi, ou parce qu'il est trop loin, et que ça évite d'y aller deux fois, on va juste le chercher. Ça il y a existe aussi aussi? un site qui existe qui s'appelle lalibrairie.com, qui est Oui, un site sur lequel on peut choisir son livre, un peu comme pour pas la citer, Amazon, oui. mais à contrario d'Amazon, le livre arrive chez le libraire. Et on Donc peut le aussi client doit choisir dire son libraire. le livre. Là, c'est Donc ça facile sert d'échanger. beaucoup aux libraires. Ah, ça, c'est vrai. Tiens, vous voyez, ça, j'étais pas tout à fait. Moi, on en était encore à ou passer un coup de téléphone ou envoyer un mail à son libraire pour qu'il commande. Mais Mhm. Il y a ah bah, ça aussi. c'est comme les rendez-vous médicaux finalement. On peut prendre un rendez-vous en Complètement. ligne. C'est pas Doctolib, mais presque. Bon, on va espérer qu'il n'y ait pas C'est Doctolivre alors. faut espérer qu'il n'y ait pas de zone de désert littéraire. Non, non, ça. Ah là là. Bon, et quand même, dans votre brillante carrière, entre guillemets, de libraire, vous avez vendu des ouvrages numériques, alors que ce soit je sais pas, le livre audio, si ça existait, ou des choses qui étaient accompagnées, par exemple, de CD ou de DVD, où disons, les maisons d'édition, les auteurs allaient plus loin que juste les pages imprimées ou d'autres procédés, peut-être. Ça vous est arrivé, ce Encore genre une de fois, choses? il faut se replacer dans l'époque, donc il y a pratiquement 10 ans, où le livre numérique n'était pas encore très, très au point. Les gens ne le connaissaient pas pour la plupart d'ailleurs. Les livres audio commençaient. Nous avons le cas d'un client qui travaillait à Bruxelles et qui faisait des trajets en train ou en voiture, ça dépendait, et qui utilisait des CD audio pour ne pas perdre son temps et lire, enfin lire entre guillemets, pour optimiser ses voyages. Je n'ai pas souvenir d'autres cas de clients qui demandaient des livres audio. Il y a quand même des livres audio pour les enfants. Et ça existe depuis très longtemps. Des contes pour enfants sur CD, puisque ça D'accord. remonte à loin, Ouais. cette époque, hein. Donc, ça n'a pas toujours existé, mais enfin, ça existait déjà de notre temps. Des petites comptines, des petites chansonnettes, etc. Euh, des, des livres audio, ça nous est arrivé aussi une fois pour une personne malvoyante. Mais par contre, il y avait quelque chose qui marchait très bien. À notre époque, nous avions un rayon assez fourni de livres en gros caractères pour des personnes qui avaient des difficultés de lecture. Oui.
Oui, Donc effectivement. ça, Mais ça c'est bien. ça, ben je suis tombé par hasard sur un article d'un journal qui n'est pas de votre région, le Sud-Ouest, et il y a une bibliothèque qui est à la limite de la forêt landaise, un petit peu sur la ville de Casteljaloux, et ils ont fait passer un article dans ce journal où ils annoncent qu'ils ont 1 000 livres en grand caractère dans leur bibliothèque. Et c'est vrai que c'est bon quand on n'a pas dans son entourage des gens qui les utilisent, etc. C'est pas forcément le genre d'ouvrage qui vient à l'esprit, etc. Mais C'est très, très difficile à lire. Parce qu'une fois, j'ai trouvé un livre, c'était la seule version qui existait en gros caractère. Et quand on a une vue normale, disons, oui, c'est très fatigant de lire un livre en gros caractère. oui. C'est vraiment, euh, c'est vraiment pour une catégorie de personnes bien, bien précise. Bon, comme il n'est pas tellement facile non plus de lire sur un écran tout petit, genre smartphone, c'est assez Mhm. fatigant aussi. Et alors maintenant que vous êtes retraité libraire, entre autres, j'ai cru comprendre aussi que vous n'avez pas lâché le livre comme ça et que dans votre nouvelle commune, depuis quelques années, vous sévissez encore pour, pour ces livres que vous aimez beaucoup. De deux façons, d'ailleurs, donc en remplaçant notre ami libraire pendant ses vacances, donc ça nous permet de nous replonger dans le bain et de constater que le livre est toujours d'actualité, les clients sont toujours là. Euh, D'ailleurs, c'est amusant parce que bon, il y a les nouveautés, les clients se précipitent en général pour les nouveautés, soit à l'issue d'une émission comme La Grande Librairie ou en consultant certains magazines qui préconisent certains livres qui viennent de sortir. Donc, les nouvelles sorties attirent beaucoup de monde. Et bien sûr, celui qui caracole en tête, c'est le livre de poche parce que ce sont des raisons économiques, bien entendu. Et à ce sujet, je voudrais quand même citer une petite anecdote concernant le livre de poche. Nous avons eu l'occasion un jour de rencontrer un voyageur sur le chemin de Compostelle qui était un lecteur, donc qui n'avait pas de tablette, bah, pour des raisons bien simples, il ne pouvait pas se connecter, et même les téléphones, c'était un peu compliqué. Donc, il achetait quand même des livres de poche, il les lisait, et au fur et à mesure qu'il les lisait, il arrachait les pages et il les jetait, de façon à ne pas alourdir son paquetage. Il nous avait fait beaucoup rire avec cette anecdote. Encore une fois, pour bien préciser que le livre a encore de belles années devant lui, puisque nous sommes à l'initiative d'un salon du livre historique qui attire toujours beaucoup de monde, puisqu'il est sur une journée et il attire entre 1000 et 1200 personnes dans une journée, ce qui est quand même Oui, important. Ce salon satisfait les clients parce qu'il est spécialisé et les auteurs. Et d'ailleurs, ça me permet de dire une chose, heureusement qu'il y a les livres, parce qu'on n'a jamais vu un auteur dédicacé sur une tablette numérique. non. Encore que quand on a un colis qui arrive à la maison, on peut signer sur le Oui, smartphone du livreur. mais c'est horrible de faire une signature sur ce type de choses. Ah oui, non, mais donc, globalement, bon, l'outil numérique On ou a une les outils boucle, numériques il y a vous ont moyen. servi pendant vos activités professionnelles, bon, en particulier donc, celle que vous aviez avec la librairie. C'est vrai que vous avez eu peu à cette période-là de produits numériques à commercialiser. Aujourd'hui, vous auriez forcément une maison qui vous mettrait des tablettes sous le nez, vous auriez forcément peut-être des ouvrages écrits par l'intelligence artificielle. J'ai vu l'autre jour qu'il y avait un auteur, entre guillemets, qui en a déjà édité une centaine. Ce qui Ah, laisse. alors là, justement, on parle de l'IA. Bon, moi, je sais que nous ne sommes pas tout à fait d'accord avec ce genre de choses au niveau comment dirais-je, au niveau d'écriture de romans.
je vois mal Yasmina Kadra ou Marc Lévy faire ça avec de l'IA. Je veux dire, l'écriture, c'est leur ADN, c'est leur style. Et je crois que autant au niveau de, comment dirais-je, de certaines recherches, oui, c'est un outil formidable, faut pas le nier, faut pas. Mais je pense qu'au niveau franchement, de l'écriture des véritables écrivains, je crois pas, enfin, j'ai pas entendu parler d'écrivains qui avaient attrait, qui avaient besoin de l'IA pour éditer. Et heureusement, parce que c'est Oui, un peu triché quelque part, quand même. oui. Ben, Et ça, c'est j'ai échangé avec un auteur toulousain là, qui n'a pas souhaité participer à cette conférence, mais il m'a dit qu'en règle générale, les auteurs qui utilisaient l'IA pour la création de leurs ouvrages ne s'en vantaient pas trop, en sachant que de l'autre côté, les éditeurs préféraient ne pas trop le savoir. Et bon, oui, ça, c'est ça, voilà, c'est exactement, je suis l'avis d'accord. d'un écrivain toulousain qui utilise l'IA, mais qui l'utilise en tant qu'outil et non pas en tant que écrivain bis. Mm. Non, mais encore une fois, au niveau du roman, j'y crois pas trop. Bon, au niveau d'essais, au niveau de témoignages, oui, pourquoi pas. Mais proprement parlé, au niveau du roman, si on fait appel à l'IA, c'est plus vraiment, c'est plus un auteur, quoi. Mais bon, encore une fois, ça n'engage que moi. Non, non, mais oh, bah, je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont d'accord avec vous. Oui, Bon, alors redites-nous quand même votre prochain salon là, du livre d'histoire, c'est ça? c'est ça, oui. En profitez-en pour faire de la pub. Absolument, oui. Ah, si des Toulousains veulent venir jusqu'à Toussy, pourquoi pas? Nous avons eu une auteure, Oui, oui. une auteure l'année dernière qui vit à Toulouse depuis un an. Elle s'appelle la marquise des Petits Potins. C'est quelqu'un d'absolument charmant. Et en plus de ça, le jour du salon, elle était vraiment costumée en marquise. Ah, Elle a eu beaucoup de succès. Je crois qu'à 14 heures, il n'y avait plus Elle un est tout vendue. livre. d'accord. Et je Donc, crois en c'est un plus que vous, si j'ai bien compris, vous mettez aussi finalement en valeur un monument historique de votre petit village là, puisque le Oui, salon ne se fait pas dans une salle des fêtes, mais ça se fait dans l'église. dans une église fortifiée. Voilà. Et oui, le livre d'histoire oblige. Ben voilà. D'ailleurs, les auteurs, quand ils découvrent le lieu, ils sont admiratifs. Et pour la D'accord. petite pointe de finale, c'est qu'en fait, quand on va chercher, parce qu'il n'y a pas, malheureusement pas de gare à Toussy, nous sommes obligés d'aller chercher à Joigny, qui est à 40 km. Et on va aller chercher en voiture de collection, des tractions, des DS, en fait, des voitures D'accord. hybrides. On pourrait juste ajouter à la fin, puisque nous utilisons quand même les moyens modernes Oui, pour faire connaître notre salon, puisqu'on communique beaucoup par les réseaux sociaux déjà, c'est important. On le faisait déjà du temps de la librairie. oui, Nous étions, pour ne pas le nommer, sur Facebook, ce qui permettait, quand il y avait une dédicace à la librairie ou quand on organisait une conférence, de le faire savoir au maximum de personnes. D'accord. Bah, écoutez, il nous reste quelques secondes, donc je vais vous remercier infiniment d'avoir participé en vidéo à cette conférence. avec grand plaisir. Et je n'hésiterai pas à donner à mon entourage et aux personnes qui le souhaitent des informations sur le prochain salon qui aura lieu cet été, je crois. Oui, Le samedi 23 août. Merci infiniment de votre participation et à bientôt, j'espère.